Avec l'arrivée des RTX 4000, ça peut sembler un petit peu compliqué d'avoir de la performance et une carte graphique qui rentre dans tous les boîtiers. Ce serait bien si on pouvait avoir la puissance d'aujourd'hui et justement les dimensions et les mensurations des cartes graphiques d'avant, tout simplement pour avoir le meilleur des deux mondes, étant donné qu'on n'est pas obligé forcément de vouloir mettre des étais dans le PC pour pouvoir tenir la carte graphique. Et c'est un pari qu'Asus a décidé de prendre ici avec la gamme ProArt qui débarque. Étant donné qu'on la connaît déjà plutôt bien avec les cartes mères, je me demande vraiment ce que Asus vous réserve avec ses cartes graphiques. Et je vous propose qu'on découvre tout ça dans cette vidéo. La gamme ProArt a été lancée il y a de ça quelques générations sur les cartes mères, avec des cartes mères qui étaient taillées pour les professionnels de l'audiovisuel. On retrouve ici des cartes qui embarquent notamment des options particulièrement intéressantes, avec par exemple la double carte réseau qui vous permettra justement d'avoir deux cartes réseau sur la même carte mère, profiter de deux ports Ethernet, simplement par exemple pour ceux qui ont une grosse infrastructure réseau et qui auraient besoin d'avoir beaucoup de débit, peu importe les circonstances. On retrouve également d'autres styles de fioritures, comme par exemple les DisplayPort In qui vous permettent d'ajouter des tablettes graphiques pour les graphistes, et ça c'est plutôt un atout. Surtout que les câbles sont déjà inclus avec la carte mère, ce qui vous permet d'avoir une utilisation plug and play. Asus a bien compris avec cette gamme que les professionnels cherchent du matériel très fiable et qui reste quand même plutôt discret, parce qu'on n'a pas tous envie d'avoir une boîte de nuit sur le bureau quand on travaille. Les LED c'est sympa, mais quand tu es professionnel et que tu utilises ton PC 12 heures par jour, finalement ça commence à se voir aussi sur la facture d'électricité quoi. Si je dois être parfaitement honnête avec vous justement sur cette gamme, on voit tout de suite que c'est une gamme qui s'oriente à des professionnels en particulier, parce qu'on a vraiment des options qui sont intégrées sur ces cartes mères qui sont particulièrement intéressantes et que la concurrence justement a beaucoup de mal à intégrer, voire même n'intègre quasiment jamais. Et forcément les professionnels qui ont besoin de ces options, ils sont contents de les retrouver ici sur cette gamme ProArt. Même si le prix est particulièrement élevé, je trouve que les critères sont plutôt bien respectés et qu'en général, en tant que professionnel dans l'audiovisuel, je me retrouve bien justement dans leurs produits. Donc pour résumer, on retrouve ici une gamme qui, du moins sur les cartes mères, s'oriente sur trois piliers avec ici l'élégance et la discrétion. On va retrouver également la fiabilité et surtout les performances. Et là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Asus a choisi de garder l'identité de la gamme en intégrant le marché des cartes graphiques? Pour moi déjà en ce qui concerne l'esthétique de ces cartes, il n'y a aucun doute, Asus a toujours le sens du détail et ça se voit directement. On retrouve ici des cartes graphiques qui sont principalement de couleur noir mat et même le radiateur a été peint pour vous dire à quel point Asus a voulu insister sur les finitions. Et en plus de ça, pour renforcer un petit peu cet aspect, on retrouve des petits logos ProArt dissimulés un petit peu partout de couleur dorée qui soulignent soigneusement la carte graphique. Et franchement on se retrouve avec un design qui est juste magnifique à regarder. En ce qui me concerne, je trouve que c'est presque la carte que je préfère chez Asus parce que honnêtement on va avoir ici un design qui se suffit à lui-même. Donc ça déjà le fait qu'il n'y ait pas de LED ça rejoint un petit peu l'aspect de discrétion de la carte graphique. Tant qu'on parle de la discrétion, un truc aussi qui est plutôt important, c'est les dimensions de ces cartes graphiques. On va retrouver ici des cartes graphiques qui se veulent plutôt compactes, on est bien loin des dimensions de certaines RTX 4000 et Asus l'a bien compris ici. Avoir des cartes performantes c'est bien, mais si on peut les mettre dans son boîtier c'est encore mieux. Donc ici on va se retrouver vraiment avec des cartes assez trapues, on va retrouver ici une longueur de 300 mm, une largeur de 120 mm et une épaisseur de 50 mm. Oui, vous n'avez pas rêvé, on est bien ici sur des dimensions qui ressemblent quasiment à ce qu'on pouvait retrouver sur des RTX 3000 haut de gamme. Et oui, même une 3090 ça avait à peu près ces dimensions. Et là je vous vois venir directement, vous allez me dire que si les cartes graphiques sont plutôt compactes, ça veut dire que ça va chauffer énormément ou alors ça va être des avions, franchement c'est pas un outil de travail que vous recherchez. Et je vous arrête tout de suite, parce que si on se penche un petit peu plus sur le modèle de refroidissement, on découvre ici que la carte a quand même 3 ventilateurs de 90 mm. Et si on plonge encore un peu plus justement dans ce modèle de refroidissement, bon plongez pas trop non plus parce que vous risquez de vous noyer, et on va retrouver ici un dissipateur qui est particulièrement intéressant. Déjà on retrouve ce fameux radiateur qui est peint dans son entièreté en noir mat. Un détail qui quand même fait plutôt plaisir à voir étant donné que la plupart des fabricants ne prendraient même pas cette peine avec leur carte graphique. On se retrouve ici quand même avec un radiateur qui est orienté sur une architecture 5 caloducs de 6 mm. Qu'est-ce que c'est les caloducs? Si on observe bien justement le radiateur, on retrouve ici des petits tubes qui traversent toutes les ailettes en aluminium. Ces tubes là c'est les caloducs. La mission de ces caloducs elle est simple, c'est de pouvoir répartir toute la chaleur de la puce graphique sur toute la surface du dissipateur pour offrir une dissipation optimale et avoir une carte graphique qui reste zen malgré les gros rendus. Et là vous allez me dire oui c'est bien de donner des chiffres comme ça, 5 caloducs, mais bon on a un peu de mal à se représenter. Qu'est-ce que ça donne déjà un refroidissement avec 5 caloducs? Il faut savoir qu'un refroidissement avec 5 caloducs comme ici c'est en général donné pour refroidir un TDP d'environ 300 à 350 watts. Ça tombe bien parce qu'ici on retrouve une 4080 juste dessous qui est un TDP annoncé de 320 watts. Donc on voit que le radiateur est parfaitement bien dimensionné et qu'Asus n'a pas perdu son coup de main pour le faire. Et si on se penche un peu plus par contre sur le cas de la RTX 4060 Ti, est-ce que c'est également le cas? Parce que même si la 4070 Ti et la 4080 partagent le même refroidissement, c'est pas le cas au niveau de la 4060 Ti. Elle a besoin d'un dissipateur qui est quand même un petit peu plus petit parce qu'on n'a pas du tout la même consommation au niveau de la puce.
Quand on passe de 320 watts à peine 200, forcément, si on peut gagner un petit peu d'argent sur le dissipateur, ce serait quand même pas mal. Et là, du coup, on se retrouve ici avec une architecture de seulement, entre guillemets, 3 caloducs de 6 mm. Du coup, on se retrouve ici avec un dissipateur qui est donné pour refroidir environ entre 200 et 220 watts de TDP. Donc là, on voit que finalement, que même si les cartes sont compactes, en fait, on est loin de sous-dimensionner les radiateurs qu'il y a dessus. Donc en fait, ça peut être largement suffisant. Et là, peut-être qu'il y en a qui ont encore un petit peu de doute, alors je vous propose de regarder les graphiques tout de suite des températures, histoire de vous soulager un petit peu. Et là-bas, vous voyez que les cartes graphiques chauffent pas énormément et qu'on a des modèles qui gardent des températures totalement respectables, et ça même sur la RTX 4080. Après, pour ceux qui sont un petit peu frileux à l'idée de se dire que la carte va chauffer quand même pas mal, bon, je comprends toujours pas pourquoi vous êtes frileux, parce que si la carte chauffe, normalement, ça devrait pas vous arriver. Hein. Mais bon, si jamais vous n'êtes pas à l'aise justement avec le fait que la carte chauffe pas mal, et ben au moins, vous pouvez faire un petit peu d'undervolting et la carte consommera encore moins, donc elle chauffera encore moins, et peut-être même que vous pourrez overclocker un petit peu par-dessus le marché, histoire d'avoir encore un peu plus de perf et le meilleur des deux mondes. Là, je vous vois venir également, vous allez me dire que peut-être que si les cartes elles ont des bonnes températures, c'est peut-être parce que les ventilateurs ils sont alimentés avec un moteur BMW W16, carrément c'est un moteur d'avion le machin. C'est pour ça que c'est aussi bien refroidi. Et bah là aussi vous vous trompez plutôt pas mal parce que les cartes sont plutôt silencieuses. Alors on n'est pas aussi silencieuse qu'une RTX 4070 Ti de chez Asus ROG notamment, et croyez-moi, pour avoir utilisé la RTX 4080 pendant presque un mois pour faire du montage vidéo, je peux vous dire que c'est très agréable de travailler avec parce que c'est vraiment des cartes qui sont très discrètes. C'est d'ailleurs l'un des arguments qui m'avait poussé justement à acheter ma RTX 3060 Ti en modèle TUF parce que vraiment elle avait une dissipation énorme et ça permettait d'avoir vraiment un silence absolu quand je travaillais. Et là avec cette RTX 4080 ProArt, on se laisserait presque tenter. Si on en oubliait presque qu'elle coûtait 1500 €, franchement ça aurait pu être pas mal. Et ouais, 1500 €. Bah bizarrement là d'un coup les 3 ventilateurs ça suffit à tout refroidir, hein. T'as plus envie de les sortir là ta carte bleue. Et maintenant est-ce que la carte elle est performante? Parce que finalement savoir qu'elle est silencieuse c'est bien, mais si elle traite des images c'est encore mieux quoi. Donc là on va directement partir sur des tests plutôt orientés dans l'audiovisuel avec exactement le même protocole de test que ce que j'ai fait dans la vidéo où on faisait les tests pour les logiciels de montage vidéo. Comme ça, vous allez bien vous identifier. On va avoir ici des tests sur DaVinci Resolve avec la même scène que celle que j'avais testée. Que ce soit la version gratuite ou payante du logiciel, les deux ont été testés. On va retrouver également en Premiere Pro en version 2023. Vous avez aussi une petite idée de ce que va donner la carte graphique. Et après, on va retrouver également le benchmark de Blender pour se faire une petite idée des performances des cartes. Et là, si on doit interpréter un petit peu les résultats qu'on a obtenus, déjà en montage vidéo sur Premiere Pro, les cartes graphiques ont toujours, encore une fois, pas énormément d'importance. Et du coup, l'écart entre la 4080 et une carte un petit peu moins haut de gamme, mais bon, honnêtement, on le voit quasiment pas. Donc pourquoi dépenser 1500 € pour cette carte, me direz-vous? Peut-être déjà parce que par exemple sur DaVinci Resolve, l'écart est bien plus important. Et en plus de ça, on va avoir ici l'encodage en AV1 sur les générations 4000. Surtout pour l'aspect future-proof justement du montage vidéo, c'est plutôt pas mal. Là aussi, ce qui est plutôt intéressant sur DaVinci Resolve, c'est qu'on voit que la RTX 3060 Ti bénéficie quand même de plus de performance que la RTX 4060 Ti, malgré ses 16 Go. Et là, vous allez me dire, mais comment ça se fait que la vieille génération, elle prend le dessus sur la nouvelle génération? C'est très simple, tout s'explique par rapport à la taille de la mémoire de ces cartes graphiques. Et là, il y en a plein aussi qui vont pas comprendre, ils vont me dire, mais il y en a une qui a 8 Go et l'autre elle a 16 Go, c'est pas normal ton affaire. En fait, il y en a une qui a 16 Go avec un bus de 128 bits et l'autre qui a 8 Go avec un bus de 256 bits. Alors pour ceux qui ont un peu du mal justement avec ces données, on a fait une vidéo sur la mémoire des cartes graphiques il n'y a pas si longtemps que je vous invite très fortement à aller voir parce que comme ça vous aurez toutes les bases pour bien comprendre ce que je viens de dire. Mais en gros pour faire très simple, ça fait comme si pour faire passer le même nombre de bagnoles, vous aviez une route 2 fois plus petite d'un côté que de l'autre. Forcément la route qui est 2 fois plus large, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Donc ça explique un petit peu que la 3060 Ti prend le dessus sur ses résultats. Mais encore une fois, la 3060 Ti n'a pas l'AV1 intégré. Donc vous ne pourrez pas encoder de la V1 avec. C'est à prendre en compte aussi au moment de l'achat. Et puis là par contre si on s'attaque à Blender, là c'est unanime. Hein. Les RTX 4000 sont juste le meilleur bond en avant que vous pouvez faire. Étant donné qu'avec le bond technologique qu'elle vous offre, en fait Blender il est invincible maintenant. Que ce soit les Tensor Core ou le Ray Tracing, là Blender en profite pleinement et ça vous permettra d'avoir un net avantage d'avoir une énorme carte graphique de chez Nvidia. D'autant plus si elle est de la génération 4000. Maintenant qu'on a vérifié les deux premiers points de ces cartes graphiques, que ce soit la discrétion ou tout simplement les performances, qu'en est-il de la fiabilité? Moi je vous propose tout simplement de plonger à l'intérieur de ces cartes pour découvrir un petit peu comment est fait le PCB, est-ce qu'il est fait pour durer ou pas. Donc on se retrouve ici avec la RTX 4060 Ti en modèle ProArt. On va démonter la 4070 Ti et la 4060 Ti, donc là on va commencer directement avec la 4060 Ti. Comme vous pouvez voir ici on a bien le modèle ProArt, le modèle il est plutôt joli, on a des petits détails dorés un peu partout, ça fait plaisir. Voilà un petit peu sous tous les angles pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu dans son entièreté. Et là on voit par exemple qu'il y a un peu moins de caloduc dans le radiateur que ce qu'on pourra voir sur la RTX 4060 Ti. On a le connecteur 8 pins justement dessus. Bon, on enlève un petit peu les blisters histoire d'avoir un truc un petit peu plus naturel. Voilà, maintenant tous les blisters, ils ont été enlevés. On remet un petit peu les caches derrière. Et la carte, elle ressemble à ça.
Donc on a le petit switch ici pour passer du quiet mode au power mode, comme vous pouvez voir. Bon, je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Ici on a le performance mode et le quiet mode avec le petit switch, donc ça fait plaisir. Voilà, ça permettra d'avoir une courbe un petit peu plus silencieuse, même si ça reste plutôt léger, hein, ça ne va pas révolutionner toute la carte. On va commencer le démontage, donc on prend le petit tournevis, et puis je vous propose qu'on se retrouve une fois que la carte elle est entièrement démontée. Bon voilà, les ventilateurs ils ont été totalement démontés. Ce qu'on peut voir à l'arrière des ventilateurs, c'est qu'on va voir les petits cylindres blocs ici, donc on a de la mousse, comme vous pouvez voir, qui va permettre d'absorber toutes les vibrations des ventilateurs. Et ça va permettre de rendre la carte bien plus silencieuse que ce qu'elle est déjà. Et c'est vraiment la première fois que je vois ça, donc c'est plutôt intéressant ce qu'Asus a développé ici. Je pense que ça va être réutilisé sur pas mal de cartes graphiques par la suite, hein, étant donné que c'est plutôt une bonne idée. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Comme on voit, on a un radiateur qui est peint en noir mat, ça fait plaisir. Même les caloducs qui ont été peints, donc c'est plutôt bien. Vraiment, la peinture est d'excellente qualité, donc je sais pas si vous voyez bien. Bon, faut qu'on finisse de démonter le radiateur, mais franchement, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Si on démonte la backplate, on va voir ici qu'on a 4 puces mémoire en plus à l'arrière du PCB qu'on n'avait pas sur la RTX 4060 Ti en version 8 Go. Et en plus de ça, ils sont dissipés par la backplate, donc on va avoir les pattes thermiques juste ici. C'est plutôt pas mal. Voilà, maintenant que le radiateur il est démonté aussi, on va avoir accès à l'entièreté du PCB. Qu'est-ce qu'on peut voir? Du coup, on retrouve bien nos 4 puces mémoire, on voit bien la puce, on retrouve bien les 4 autres puces mémoire en symétrie derrière. Et là, c'est assez drôle parce que comme vous pouvez voir, comme elles sont totalement symétriques à ce qu'on avait sur la face avant, et en fait, Nvidia, ils n'ont pas eu besoin d'augmenter la taille du bus. Donc en fait, on retrouve toujours notre bus de 128 bits. Pourquoi Nvidia a fait ça? Tout simplement, ça permet d'avoir un PCB bien plus simple à modifier, étant donné qu'on utilise le même bus pour les 4 puces mémoire qu'il y a devant et derrière le PCB. Ce qui explique qu'on se retrouve bien avec une carte qui a 16 Go au lieu de 8, mais toujours un bus de 128 bits. Donc dans tous les cas, le bus en fait, il est toujours un petit peu limité et ça se verra dans certaines applications. Je trouve que l'astuce d'Nvidia de mettre les puces mémoire en symétrie pour pas changer la taille du bus, c'est un petit peu dommage quoi. Parce que moi je m'attendais à ce que la version 16 Go, du coup elle profite de 8 puces, mais pas sur le même bus. Et du coup on aurait une carte qui serait bien plus intéressante. Là, c'est pas le cas. Et après, justement, avec cette carte, il faut aussi se mettre un petit peu à la place de Nvidia parce que tout simplement, vous faire une carte de 16 Go, c'est pas mal. Mais s'ils avaient voulu grossir le bus, ils auraient dû créer une nouvelle puce graphique qui tournait sur une interface de 256 bits. Donc ça veut dire que vous vous serez retrouvé avec une 4060 Ti qui est produite pour la 4060 Ti 8 Go. Et vous avez une autre puce de la 4060 Ti qui sera héritée en quelque sorte de la 4080 pour pouvoir avoir cette interface de 156 bits. Ouais, ce serait bien, mais ce serait un petit peu plus compliqué à mettre en place, quoi. Après, ça voudrait dire que comme la puce serait techniquement héritée de la 4080 pour avoir ça, Nvidia aurait pu vous faire une énorme dinguerie en overclocking pour cette 4060 Ti en vous sortant un AD104, quoi. Je sais plus si la 4080 elle est en AD102 ou AD104, mais en gros ils auraient dû sortir une puce d'une gamme plus haute pour vous faire justement cette 4060 Ti, et là vous vous seriez retrouvé avec une carte qui avait un potentiel d'overclocking assez intéressant. Comme ça n'a pas été fait, on n'a pas forcément de raison de spéculer sur ce qu'aurait été la carte si Nvidia avait fait. Moi je dis que on peut aussi se mettre dans la peau d'Nvidia et se dire que refaire une autre puce graphique exprès pour justement cette carte graphique parce qu'il aurait fallu que le bus y soit designé à la base, ça aurait été un peu plus compliqué que juste de vous sortir une carte avec 16 Go de VRAM sur un bus de 128 bits qui est déjà justement le bus que vous avez avec la 4060 Ti en version 8 Go. Je dis pas qu'ils avaient totalement raison de faire ça, parce que pour moi je trouve que c'est un petit peu bête. C'est toujours justifiable ici, parce que ressortir une puce c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait le croire. Bon, sinon l'arrière du PCB est plutôt simple. En ce qui concerne l'avant du PCB, comme je vous ai dit, c'est plutôt simple également. On voit les étages d'alimentation qui sont quand même assez costauds par rapport au gabarit de la carte. Je veux dire, c'est pas une carte qui est censée consommer beaucoup. Et on voit ici quand même qu'on a des condensateurs avec ici un extérieur métallique. Donc ça a plutôt bien dissipé la chaleur. Si on devait parler un petit peu plus du radiateur, franchement le radiateur il est juste top. Parce que là on voit que le contact franchement il est bon. On a vraiment la trace de chaque composant, que ce soit les VRM, que ce soit les bobines ou la puce qui est même totalement bien représentée. On a bien les 4 puces mémoire qui se répercutent sur le radiateur et on retrouve bien les 2 autres bobines et 2 autres MOSFET également sur le radiateur. Là on a des petites bobines en bas du PCB qui sont pas refroidies, donc on n'a pas de contact dessus. Mais c'est pas très grave à mon avis, voilà, elles ont une carcasse métallique donc elles se refroidissent déjà plutôt bien d'elles-mêmes. Même si on aurait pu éventuellement rajouter des pattes thermiques ici. Je veux dire quand même que l'essentiel est bien refroidi, donc normalement ça craint rien.
Là où aussi vraiment je tiens à fortement insister, c'est que la peinture est juste top quoi. On se retrouve ici avec une architecture 3K Leduc sur ce radiateur. C'est plutôt rare d'avoir des cartes qui sont peintes comme ça même sur le radiateur. Et là ça fait plaisir d'avoir un radiateur noir mat qui est vraiment d'une qualité assez impressionnante. Et franchement c'est vraiment une belle touche Casus à ajouter ici. Et puis voilà, si on va à l'arrière du PCB, toujours rien à signaler, que 4 puces mémoire. Et puis bah, elles sont plutôt bien refroidies par rapport à la backplate qu'on a vue. On a bien les pads thermiques sur la backplate. Maintenant, on va passer au démontage de la RTX 4070 Ti. Et là, vous allez voir, on a un petit peu de différence par rapport au PCB et au modèle de refroidissement. Il faut savoir que le modèle de refroidissement de cette 4070 Ti est totalement identique à la 4080. Donc là, on se retrouve bien avec des cartes graphiques qui sont toujours très belles à regarder. Toujours les logos ProArt un petit peu partout. On remarque directement que la fixation du radiateur, c'est pas la même que justement sur la RTX 4060 Ti. Ce qui est plutôt pas mal parce que comme le radiateur est plus lourd, on a eu besoin ici de mettre une lame ressort qui est un peu plus puissante pour mieux tenir le radiateur et offrir une meilleure pression sur la puce. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement là c'est un bon choix. Maintenant je vous propose qu'on se retrouve une fois que la carte elle est entièrement démontée pour poursuivre un petit peu l'analyse. Maintenant qu'on a démonté les ventilateurs, on voit qu'on a toujours nos fameux cylindres blocs en mousse derrière les ventilateurs. Donc ça fait plaisir. Sinon la ventilation ne change pas par rapport à la 4060 Ti. Donc on va pas trop s'attarder dessus. On va enlever les différents éléments. Là le radiateur est plutôt bien collé. Donc je vais vous le décoller. Comme ça on va pouvoir s'attarder un peu dessus. Bon voilà, maintenant qu'on a décollé justement le fameux radiateur, là on va se rendre compte un petit peu que le PCB est un peu mieux fourni que la 4060 Ti, hein, ça se voit directement. Là on va voir déjà les contacts notamment des MOSFET qui est plutôt bien fait puisqu'on retrouve bien la trace sur les pads thermiques. On va avoir, bon je prends ça comme ça ce ne sera pas conducteur. Donc on a bien nos 4 MOSFET avec ici les 4 contacts sur le pad thermique. On retrouve bien ici nos 4 bobines également avec leurs traces sur les pads thermiques. On retrouve une autre bobine là-haut qui n'est pas refroidie, mais encore une fois, avec le châssis métallique qu'elle a, elle se dissipe plutôt bien toute seule. Et on retrouve ici un autre pad thermique à côté qui va refroidir le MOSFET qui vient vraiment juste à côté de la bobine qu'on voit bien en gris. Maintenant, on va retrouver ici un truc assez marrant, c'est qu'on retrouve 2 pads thermiques ici qui sont totalement useless, parce que comme on hérite du PCB de la 4080, on a 2 puces mémoire qui sont retirées de justement la 4080 pour avoir cette 4070 Ti. Et malgré tout, on retrouve quand même les 2 pads thermiques qui correspondent à ces 2 puces mémoire sur le radiateur. Donc c'est assez drôle quand même qu'on ait 2 pads thermiques totalement inutiles ici. Bon, ça permet quand même de ne pas avoir à changer la même chaîne de production pour les 2 cartes. Mais bon, c'est un petit peu dommage d'avoir 2 pads thermiques ici qui servent à rien. Donc pour ceux qui veulent les démonter, pourquoi pas. Sinon, on voit qu'ici, sur les autres puces mémoire, les contacts sont bien faits. On retrouve bien ici nos 6 puces mémoire sur le côté qui ont un contact plutôt satisfaisant puisqu'on a bien la trace. On retrouve également la puce graphique qui a aussi un bon contact. Et après en ce qui concerne justement le reste des étages d'alimentation, on a toujours les bobines qui sont bien en contact ici. On retrouve bien la trace sur les pads thermiques. Et en ce qui concerne les MOSFET juste à côté, on a également le même nombre de traces. Donc on voit que le contact est plutôt bien fait également. Le PCB, on voit qu'on a quand même un PCB qui est assez haut de gamme également, puisqu'on retrouve un petit peu le même genre d'étage d'alimentation que ce qu'on peut retrouver sur la version Rockstrix, même s'ils sont nettement moins importants. Je vais vous mettre une petite photo de la RTX 4070 Ti au niveau du PCB, et vous allez voir que les étages d'alimentation étaient beaucoup mieux fournis, étant donné qu'on était sur une version qui était un peu plus destinée à de l'overclocking. Là, on a une version qui est prévue quand même pour être plutôt fiable, parce que quand même on a pas mal d'étages d'alimentation. On n'a pas quelque chose qui va avoir comme priorité l'overclocking, étant donné qu'on voit que les étages d'alimentation, ils ont un petit peu diminué par rapport à ce qu'on pourrait retrouver sur la 4070 Ti, Asus ROG Strix encore une fois. Donc voilà, c'est à peu près tout ici pour ce PCB. Donc on a un PCB qui est plutôt bien fourni. Encore une fois, on se retrouve ici avec des bobines qui ont un châssis métallique pour faciliter la dissipation de la chaleur. Des condensateurs également qui vont avoir une coque métallique, enfin je sais pas si on dit coque, mais j'ai pas l'autre terme qui me remonte à la tête, mais en gros on va dire qu'il a une coque métallique également qui va faciliter la dissipation, ce qui est très important parce que par exemple les condensateurs ils aiment pas du tout la chaleur, donc ça va vraiment permettre de bénéficier d'un petit avantage sur la durée de vie ici, donc c'est plutôt pas mal. Le fait que les MOSFET aussi soient bien en contact avec les dissipateurs, ça permet aussi d'avoir une carte qui va plutôt bien vieillir. Je vais quand même enlever la pâte thermique sur la puce graphique histoire de voir le beau AD104 qu'on peut retrouver dessus, et ça fait plutôt plaisir de voir la petite gravure en général, c'est toujours un peu sympa.
Et maintenant, si on devait conclure sur ces cartes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi je trouve que déjà l'identité de la gamme ProArt a bien été préservée ici avec cette gamme. On retrouve bien des produits qui sont plutôt discrets, que ce soit déjà au niveau des nuisances sonores ou tout simplement par leur design. Je trouve que l'aspect des performances il est aussi bien respecté. Malgré la consommation par exemple de la RTX 4080 ou 4070 Ti qui pourrait déjà faire flancher certaines alimes, on se retrouve quand même avec un refroidissement qui a pas de mal à suivre. Et là du coup on débloque tout le potentiel de la carte graphique et ça bridera pas ici la créativité des créateurs de contenu par exemple qui vont pouvoir libérer tout leur potentiel. En ce qui va concerner le dernier aspect, en parlant de la fiabilité, on voit déjà que les composants ont bien été choisis. On retrouve des composants plutôt haut de gamme pour les étages d'alimentation. Tous les composants des VRM sont bien dissipés, que ce soit par une carcasse métallique ou par un bon contact sur le radiateur, donc ça va permettre déjà d'offrir un refroidissement optimal à cette carte graphique. En plus de ça, si on doit un petit peu s'attarder sur l'aspect mécanique un petit peu de la carte, et ben on voit quand même que c'est vraiment fait pour durer parce que la carte elle est très rigide. On a de nombreuses fixations que ce soit sur le radiateur ou la backplate qui vont permettre justement de rigidifier la carte au maximum et éviter justement au PCB de se déformer avec les années. Et puis le dernier point à prendre en compte, ça va être le prix. Ici on va se retrouver avec une RTX 4060 Ti qui peut être vendue autour de 600 €, donc elle a un prix qui s'apparente un petit peu au modèle haut de gamme qu'on pourrait déjà retrouver sur le marché. Au niveau justement de la RTX 4070 Ti, cette fois-ci on va se retrouver à un prix entre 1000 et 1100 € sur la plupart des sites, donc c'est à vous de voir, mais encore une fois on se retrouve un petit peu au niveau de tarification des modèles plutôt haut de gamme. Au niveau justement de la RTX 4080, on va fluctuer ici entre 1480 € et 1550 € sur la plupart des sites. Vu la clientèle que visent ces cartes graphiques de manière générale, je m'attendais à voir justement ce genre de prix sur ces produits, donc pour moi rien de très choquant. Après cela dit, c'est pas donné à tout le monde de dépenser autant dans des cartes graphiques, surtout quand on voit le prix de la 4070 Ti et de la 4080, mais je pense que pour les professionnels justement de l'audiovisuel, ça peut être un atout à avoir, surtout si vous voulez booster votre rentabilité. Et peut-être que vous allez gagner tellement de temps que vous allez vous réveiller hier. Même si j'y crois pas trop. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.